web conférence du groupe SOS. Et donc c'est avec grand plaisir que je prends la parole pour vous présenter très rapidement, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, les web conférences, et puis introduire un petit peu cette soirée. Donc les web conférences, ce sont des rencontres qui sont organisées chaque semaine à Paris et en région par le groupe SOS, qui vise à donner la parole à celles et ceux qui incarnent l'innovation, qu'elle soit sociale, environnementale, et contribuer à l'animation du débat public en faisant en sorte que les idées qui sont incarnées par nos intervenants et intervenantes soient partagées le plus largement possible à travers ces rencontres. Si vous souhaitez en savoir plus sur les conférences, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.hub-conférence.fr. Et donc ces rencontres sont organisées par le groupe SOS. On a également un site groupe-sos.org. En deux mots, le groupe SOS a été créé il y a 30 ans et est aujourd'hui l'une des principales organisations de l'économie sociale et solidaire. On intervient dans tous les secteurs qui a trait à la lutte contre les exclusions à travers les 12 000 collaborateurs qui composent le groupe SOS et les 300 établissements de notre organisation. Voilà, avant de passer la parole à Isabelle, on profite pour remercier les partenaires des conférences et tout particulièrement ce soir la Fondation EDF, puisque c'est la première fois qu'on collabore ce soir ensemble sur un événement public. Donc je tiens à remercier Isabelle ainsi que toutes les équipes de la Fondation EDF pour ce travail qu'on a mené en commun. Et donc voilà, je passe la parole à Isabelle et je vous souhaite à chacun une excellente soirée. Merci. Très rapidement, parce que je pense que vous connaissez maintenant le principe de ces rencontres de la Fondation EDF à raison d'une rencontre tous les lundis à 19h, une fois par mois. Donc je voulais, au nom de la Fondation EDF, vous remercier très chaleureusement d'être là. C'est vrai que je vous faisais remarquer quand vous êtes arrivés qu'on avait davantage d'invités hommes. Pourtant, Dieu sait si on essaye de veiller à la parité, mais il se trouve que pour pas mal de raisons qui seraient intéressantes d'analyser, j'ai pour l'instant nous avons eu plus d'invités hommes, et donc je suis vraiment particulièrement ravie à double titre que vous soyez présents et vous ayez accepté cette invitation. Je voulais également vous dire que donc la dernière rencontre du trimestre aura lieu au mois de juin, avec également une éminente personnalité, puisqu'il s'agit du président du conseil d'orientation de la Cité d'histoire de l'immigration, en l'occurrence Benjamin Stora, qui a succédé à Jacques Toubon depuis à peu près quelques mois, et qui nous fera plaisir également de venir parler d'une thématique assez difficile qu'il a appelée les 3 fractures de la société française. Voilà, mais mon cher Olivier, je te cède la parole. Merci Isabelle, merci à nos amis de groupe SOS et merci beaucoup à vous qui d'être avec nous ce soir, cette heure, avec ceux qui fréquentent, celles et ceux qui fréquentent ces rencontres qui sont organisées depuis maintenant une année par la Fondation EDF. Isabelle est en train de me rappeler en effet que les hommes et les femmes, récemment Isabelle Autissier, Agnès B, et puis vous. Et vous n'êtes pas la moins mystérieuse des 3 que j'ai cités. Et pourtant, une chose pourrait vous résumer, c'est évidemment le fait que vous avez été la première femme française dans l'espace. Mais votre parcours est à la fois beaucoup plus complexe, plus construit, et plus riche, et montre le portrait d'une femme, semble-t-il, dans un univers relativement masculin par l'histoire de la société française ou européenne en général, un parcours très courageux, puisque vos 2 grands moments, en tout cas qui vous distinguent, l'un comme scientifique spationaute et l'autre comme une femme politique, vous font rencontrer, me semble-t-il, des milieux, des environnements extrêmement masculins. Donc vous affrontez ceci avec beaucoup de détermination et le succès qu'on connaît. Donc c'est un parcours très brillant, je voudrais résumer rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas tout, qui connaissent le point d'arrivée, mais en tout cas le point de gravité dans l'espace ou dans l'espace politique. Et rappeler quand même que tout
ça, c'est le fruit d'un bon travail et que vous êtes à l'origine une vraie scientifique, c'est-à-dire, j'ai découvert, et ça tombe bien parce que j'ai un petit problème de genou, je cherchais un rhumatologue, je découvre que vous l'êtes, donc si vous me donnez un petit peu de temps après, je vous expliquerai mon problème de rotule. Il semble que vos recherches vous ont porté très tôt vers des sujets moins triviaux, vers une médecine un peu singulière, cette médecine aéronautique, vous êtes docteur en neurosciences, et j'aimerais savoir comment votre vocation est née, comment petite fille dit peut-être un jour, ou pas, certainement pas, je volerai dans l'espace, ou comment jeune femme vous dites, moi je veux être médecin, mais je ne veux absolument pas un petit cabinet en province pour recevoir des gens sympathiques, et comment finalement se construit, comment se fabrique ce destin un peu hors norme qui fait, que les gens vous aiment beaucoup, que les Français sont assez fiers de vous, parce que vous êtes la première Française quelque part, et ce quelque part n'est pas rien, c'est l'espace, et que vous êtes là aujourd'hui, après ce parcours en politique et dans l'espace, toujours vivante et plein de projets, j'imagine. Merci Olivier. Merci à la Fondation EDF et puis au groupe SOS de m'accueillir, de me donner cette possibilité de passer un petit peu de temps avec vous pour aborder, je l'espère assez largement, pas mal de sujets. Mais vous le verrez très vite, et vous avez brossé un petit peu mon parcours. Les sciences et les techniques sont l'élément, je dirais, socle fédérateur de mon parcours. Par ailleurs, où j'ai emprunté pas mal de chemins de traverse. Alors, vous avez dit le mot courage, moi je dirais plutôt le mot audace. J'ai osé pousser des portes, saisir des opportunités. Ça me permet d'expliquer comment j'en suis arrivée effectivement à devenir cette astronaute, et la première femme astronaute pour la France et l'Europe. Moi j'étais une petite fille de 12 ans en 1969, et j'ai eu les yeux remplis d'étoiles au moment, en juillet 69, au premier pas de l'homme sur la Lune. Ça suffit pas. Moi, oui, je suis là. Oui. Alors, ça ne m'a pas déclenché en 69 l'idée de candidater à l'école d'astronaute. D'abord parce qu'elles n'existent pas, les écoles d'astronautes. Il n'y a pas de filière pour se préparer. Mais ça a ouvert une fenêtre de se dire que des choses qui pouvaient être du domaine du rêve, les choses dont on a envie, des aspirations, pouvaient, pourquoi pas, se concrétiser et devenir des réalités. Et c'est vrai que cette lune symboliquement inaccessible, ce jour-là, l'homme posait le pied. Alors, rhumatologue. Rhumatologue, et on verra après si on termine pas trop tard, si je peux faire quelque chose pour vous. Mais il y a beaucoup de ma mère qui pense que je sois médecin aujourd'hui. Ça fait quand même un petit moment que j'ai quitté ces fonctions-là. J'ai toujours été intéressée par le fonctionnement du corps. Je suis une sportive de compétition, donc le corps dans son potentiel entraîné, c'est quelque chose qui m'intéressait. Le corps souffrant aussi, c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité de rhumatologie. Et aujourd'hui, c'est vrai que je m'intéresse par exemple à la robotique, l'intelligence artificielle, l'homme augmenté, après avoir pensé l'homme réparé quand j'étais médecin. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont quand même aussi très, très importants pour moi. J'étais donc un médecin rhumatologue, et quand je dis j'ouvre une porte à peine entrouverte, il y a eu un jour à l'hôpital Cochin où je travaillais comme rhumato, un appel à candidature du CNES, l'Agence française de l'espace, cherchant des docteurs, où il peut y avoir écrit docteur quelque part, alors pour mener à bien des programmes scientifiques à bord des stations spatiales. Et là, cette opportunité a résonné avec ce qui, petite fille, avait mis des étoiles dans mes yeux, dans ma tête, et dans mes lectures, et dans mes projets d'aventure. Oui, parce qu'il n'y a pas de fiche de poste pour spationaute. Moi, j'aurais bien aimé, en regardant la télévision comme vous, dans ces années-là, candidater, mais c'est quand même en regardant bien votre parcours, c'est une vraie volonté, il faut le voir, parce que vous êtes passé par plein d'endroits, mais ça va assez vite pour vous, puisque vous devenez spationaute. D'abord, vous êtes entre 89 et 92 coordinatrice, je crois,
scientifique de la mission franco-russe qui s'appelle Antares. Donc là, les Russes ont commencé à... Vous parliez russe déjà au moment? Non, je m'y suis liée, j'ai passé 10 ans de ma vie en Russie, donc si on évoque à un moment donné qu'est-ce que c'est que la diversité, moi j'ai aussi vécu cette diversité culturelle et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et qui m'a beaucoup enrichi. Il faut, oui, de la détermination, mais c'est vrai qu'une détermination dans un parcours comme ça, elle ne peut être portée que s'il y a cette passion au départ, et c'est vrai que j'avais cette envie, cette passion de pouvoir avancer dans ce domaine. Alors, après, je vais vous surprendre un petit peu, toute la phase de sélection. L'appel à candidature, c'était fin 84, et la sélection, ça a été en 85, sur 1000 candidats, donc 7 candidats astronautes sélectionnés, dont j'étais la seule femme, parmi les 10% de femmes qui sont présentées comme candidates. C'est une sélection européenne? Là, c'était une sélection française, ça c'était l'agence française. Et ensuite, en 99, j'ai intégré l'agence spatiale européenne, où je suis de retour aujourd'hui. Alors, peut-être parce que le fonctionnement du corps m'intéresse, moi je suis allée à toutes ces étapes de sélection, qui en grande partie sont des étapes médicale et physiologique pour voir comment vous pouvez résister à un environnement un petit peu particulier, quand même un peu extrême pendant la phase dynamique du vol, et un peu particulier sur le plan de l'adaptation, le confinement, l'isolement pendant la phase de vol. J'ai toujours adoré aller passer ces tests pour voir justement comment mon corps allait réagir aux tambours étonnants, aux questions à la dépression, à la centrifugeuse. Moi, j'y allais avec plaisir pour me tester. Donc, j'y allais sans stress et plutôt avec ce qui m'a peut-être donné cette capacité à passer toutes les étapes de sélection. Alors, c'est vrai qu'après, il ne faut pas décrocher, il faut continuer à suivre. Et quand je dis détermination, c'est qu'on n'a rien sans rien et que je l'ai préparé, petite pierre après petite pierre, ce moment où j'allais pouvoir passer du statut de candidat au statut d'astronaute. Alors j'ai fait une thèse de sciences, puisqu'on voulait un scientifique pour mener à bien les programmes spatiaux. Alors un médecin rhumatologue, recherche clinique, c'est une forme d'activité scientifique. Mais la recherche fondamentale dans un laboratoire, avec tout ce qu'elle comporte, je l'ai acquis en... Voilà, bon, vous le savez tous, je suis bac plus 19, ça fait hurler les jeunes, en particulier ma fille qui est aujourd'hui en terminale, qui passe son bac. Alors se dire qu'elle a 19 ans devant elle à continuer des études, c'est quelque chose qui la terrifie, mais elle n'est pas obligée de faire comme maman. Et donc j'ai fait une thèse de sciences après ma spécialité de médecine. J'ai choisi le laboratoire de sciences où j'ai travaillé parce que c'était un laboratoire qui avait déjà des programmes en microgravité avec NASA, les Américains, avec l'agence spatiale russe. Et donc petit à petit, j'ai tissé les liens. Tracer la voie, c'est pas vos familles qui n'y a pas de scientifique, vous n'aviez pas de évidemment. Non, j'ai un père ingénieur. Bon, mais voilà. Comment est-ce que, dans le fond, votre pompon à vous, c'était comme certains hommes politiques ou femmes politiques qui veulent être ministre ou président de la République ou un grand sportif qui veut gagner une grande compétition? Est-ce que vous vous êtes dit, il faut à tout prix que je sois la première femme spationaute? Est-ce que vous saviez que c'était une possibilité? Vous n'avez pas eu jusqu'alors? Non, j'avais même pas fait attention que j'étais la seule femme. Je l'ai déjà dit souvent, j'ai découvert que j'étais la seule femme dans la sélection le jour de la présentation des candidats, parce que tous les micros se sont tournés vers moi, parce que j'étais la seule femme sur l'estrade. J'avais pas fait attention à ça dans mon parcours de sélection. Non, l'idée, c'est pas de faire des premières. Il s'est trouvé que j'étais la première. Mais c'était de réaliser ce qui me remplissait, ce qui me faisait vibrer et de me donner tous les moyens pour une mission privilégiée et exceptionnelle comme celle-là, d'être à la hauteur de la voie dans laquelle je m'étais engagée. Et peut-être les femmes présentes dans cette salle vous le diront, on a parfois pas complètement confiance en soi, on a besoin de valider ses expertises, son potentiel. Moi, je l'ai fait en accumulant le diplôme. Le bac plus 19, c'est complètement un manque de confiance en soi. C'est de valider par un diplôme chacune des étapes d'acquisition de connaissances. J'en avais besoin. Et ensuite, effectivement, pour être bonne, il fallait que je sois la meilleure. Ouais, mais à moins de 40 ans, être le 17 août 96, la première femme, donc comment s'appelait
Moi, je suis partie les 2 fois avec la fusée Soyouz, avec une capsule Soyouz, et j'ai rejoint en 96 la station Mir, l'ancienne station soviétique, désorbitée en 2000, et puis en 2001, j'ai été à bord de la Station spatiale internationale. Tout début de la station. 7 jours. Oui, un vol de 7 jours, et le second vol, un vol de 10 jours, qui était un vol pour changer le véhicule qui permet d'effectuer un retour en urgence au cas où il y a un problème qui survienne dans la station. Et pendant ces 10 années d'entraînement, parce que j'ai commencé l'entraînement en 92, c'est vrai que je suis devenue aussi ingénieur. Donc cette formation d'ingénieur, en fait, je l'ai acquis en cours d'entraînement par l'apprentissage de ces situations opérationnelles que sont celles d'un ingénieur de mission. Et ça, c'est des Russes, non? C'est la Cité des Étoiles? Oui, c'est la Cité des Étoiles, près de Moscou. De nombreuses années, là. De 92 à 2001, oui, 9 années de ma vie en Russie, dans un centre, c'est vrai, masculin, militaire, encore très imprégné en 92, je l'imaginais, d'une atmosphère soviétique. C'est austère, non? Oui, mais pour essayer de vous faire partager ça, la porte à côté de moi sur le palier de l'immeuble où j'habitais, c'était Alexis Leonov, le premier piéton de l'espace en 65. L'appartement au-dessus, c'était Madame Gagarine. L'appartement de l'autre côté, c'était Valentina Tereshkova. Moi, j'ai eu cette chance de vivre avec ceux qui étaient mes héros, mes mythes. Donc, dur ou pas dur, c'était pas de problème. J'y étais. Chacune des secondes, je la dégustais et je faisais en sorte que ça arrive jusqu'au succès de la responsabilité qu'on avait bien voulu me confier, en me faisant cette confiance d'être dans un équipage. Mais alors après le gouvernement Raffarin, vous êtes retombé sur Terre, alors c'est pas pareil. Alors. Non mais comment oui, je me sens. Comment on arrête ça? On doit être très drogué à tout ça. Alors moi je me sentais très bien avec ces activités de recherche et de mener à bien un programme expérimental, ingénieur. Je me sentais bien et bien en confiance parce que j'avais passé 10 années d'entraînement avec des simulateurs tous les jours, des répétitions. La vertu des examens russes, c'est qu'on vous prépare, vous avez des cours théoriques et pratiques et en simulateur, et puis que vous avez, avant de passer l'examen, des consultations pour être sûr que votre niveau d'acquisition de la compétence est bon. Et puis des séminaires pour être sûr que, voilà. Et donc quand vous passez l'examen, en général vous êtes bien, vous avez 5 sur 5, note maximale, et ça vous donne confiance. Confiance en moi, confiance dans les équipes, confiance dans l'équipage, confiance dans la technique. Et je me sentais bien dans ce milieu-là. Je me l'étais approprié et j'avais un niveau d'expertise tout à fait raisonnable. Oui, très bon. Et donc, les Russes, quand même. Que je n'avais pas dans le contexte politique auquel vous allez m'amener. On va y revenir. Non, mais c'est deux aspects de personnalité. Donc vous allez nous expliquer, c'est la face européenne peut-être, mais quand même vous intégrez l'Agence spatiale européenne, vous êtes maintenant, je crois que vous l'avez intégré. Oui, depuis 2 mois, je suis revenu à l'Agence spatiale européenne. Deuxième science. Et la présentation du tour en Allemagne, c'est pas très sexy non plus comme mieux, Cologne. Mais tout ça est une aventure fantastique. Enfin, moi je vivais, j'ai effectivement passé une très courte période au European National Center, le centre d'entraînement des astronautes européens, qui est à Potsdam, effectivement entre Cologne et Bonn. C'était aussi participer, au-delà d'une aventure scientifique et d'une aventure technologique. Moi, j'ai vécu toute cette période-là et j'essaie de vivre chacune des périodes de ma vie, même si elles sont diverses, avec des facettes différentes, comme une aventure humaine. Alors, une aventure humaine, pour moi, ça veut dire moi en tant qu'individu dans cette aventure, puis une aventure vécue avec les autres, avec ceux qui vous entourent. Et une partie de cette aventure de la Station spatiale internationale, c'était qu'on sortait de la course à l'espace, Union soviétique, États-Unis, et qu'on entrait dans une phase de coopération internationale. La Station spatiale internationale, il faut se rendre compte quand même, c'est
un immense objet aujourd'hui dans l'espace, réalisé en coopération entre les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et l'Agence spatiale européenne. Et avec, je disais, cette diversité des cultures, des approches, des cultures d'ingénieurs, des cultures de recherche, des cultures opérationnelles de conduite de mission. Et que l'Europe puisse s'emparer, là aussi, de ce sujet, trouver cette place en tant qu'Europe. On est tous très fiers d'avoir la France qui, depuis plus de 50 ans, est un des pays hautement porteurs de ses ambitions spatiales. Aujourd'hui, on le sait bien, la France seule, l'Allemagne seule ne peuvent pas porter toute une ambition européenne dans le domaine du spatial, avec tout ce qu'elle comporte de souveraineté, d'autonomie d'accès, de capacité à maîtriser des données issues du spatial, de capacité à porter des projets absolument extraordinaires sur le plan scientifique. Et je pense que la plupart d'entre vous vous souvenez encore du 14 novembre avec Rosetta qui a largué son petit atterrisseur Philae sur la comète Chury. Et on attend tous que Philae, peut-être, s'il y a un peu de soleil, recharge un peu ses batteries pour continuer à nous envoyer des images. Donc ça, c'est l'Europe. Et voilà, j'ai participé aussi, par cet environnement diplomatique de la Station spatiale internationale et de ses missions spatiales d'exploration, à cette construction européenne. Donc c'est vraiment une aventure à vivre, à déguster, et après, c'est bien, Portland. Alors, est-ce que ça explique, j'en ai été témoin au Quai d'Orsay au mois de mai 2005, aux yeux enduits de larmes, à la fin de ce deuxième poste de ministre des Affaires européennes, ce référendum européen, Michel Barnier, un très bel engagement de vous, de l'équipe gouvernementale à l'époque, pour l'Europe, et puis ce référendum, le résultat qu'on connaît, ce désenchantement pour vous qui vous êtes donné à la politique parce que c'était l'occasion de réaliser ce rêve d'action. Oui, je me suis engagée en politique, et vous faites bien de le dire comme ça. J'ai eu donc 2 responsabilités ministérielles. De 2002 à 2004, j'ai été ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Et 2004-2005, ministre délégué aux affaires européennes. Je ne suis pas un ministre politique, mais je suis, je pense, une femme engagée avec des convictions et des envies de pouvoir actionner des leviers qui pourraient faire avancer des sujets qui me tiennent à cœur. Le cas pour la recherche, le cas pour l'Europe, parce qu'en ayant rejoint l'Agence spatiale européenne et ayant effectué ma 2e mission comme européenne de nationalité française, c'est vrai que je suis une européenne pratiquante, et je viens de vous dire à quel point c'était important pour moi de voir une Europe qui se mobilise et qui se donne les moyens d'accéder à une forme d'engagement et de reconnaissance pour être un véritable partenaire à l'international. Et pas être simplement un suiveur, mais être une entité qui puisse proposer à la fois à ses citoyens et compter dans le monde. Donc effectivement, 2 ministères que j'ai acceptés par conviction, les ministères d'engagement. C'est pour ça que j'ai répondu oui au Premier ministre qui m'a appelé un samedi soir pour me demander à entrer en fonction le lundi qui suivait, donc un entraînement très court. Vous militez auparavant, vous n'étiez pas du tout dans... Ah non, je venais d'atterrir de ma mission spatiale. Je n'ai pas eu le temps de voir arriver les choses. J'ai atterri fin 2001 et début 2002. J'ai donc effectivement accepté cette responsabilité par conviction. Et là, j'ai vécu des grands moments dans ces 2 ministères, mais j'ai vécu aussi des désillusions et un désenchantement, bien évidemment, pour l'Europe, mais aussi au ministère de la Recherche, où on était 2002-2004, cette période où on se rendait bien compte qu'il fallait transformer un petit peu le système de recherche, lui donner plus d'autonomie, plus de possibilités d'aller d'une découverte à l'invention puis une innovation pour que ces capacités de recherche et de créativité soient aussi à disposition d'un progrès de l'humanité, un progrès de la connaissance, mais aussi un progrès
pour le vieillissement, pour la gestion des sources d'énergie, enfin pour tous ces grands enjeux que sont les enjeux de notre société et de notre humanité. Donc voilà, j'avais envie de participer à ces transformations, mais on n'avait pas encore très bien compris que ça devait être aussi une priorité budgétaire. Donc voilà, j'ai eu à lutter pour commencer à faire passer des éléments de transformation des universités et des organismes de recherche sans avoir vraiment complètement le levier, la possibilité de les accompagner dans une transformation délicate. Et on sait bien que la réforme est un processus délicat qui ne peut pas s'imposer uniquement dans une direction top-down, enfin du haut vers le bas. Il faut qu'il y ait une adhésion, au moins une compensation de l'effort à faire. Et là, vous êtes bâti, dans le fond... et donc, ça a été très compliqué en 2004 pour la recherche. Le Premier ministre m'a choisi comme une grande experte, une scientifique, comme un symbole aussi, mais si j'avais été une femme politique du début, peut-être que quand même mon budget, il aurait réfléchi un peu avant. C'est difficile, hein, et c'est un sujet auquel vous êtes très... Oui, c'est absolument. Mais je vois les choses positives. Je me dis que ce moment difficile, 2002-2004, en particulier 2004, où effectivement, vous en souvenez sans doute, on a appelé cette période de la guerre contre l'intelligence, et où les chercheurs étaient dans la rue, ont remis leur démission, ont enterré la science au Panthéon. Un ministre de la Recherche, chercheur, c'est parfois un petit peu difficile. Les enseignants de l'université étaient dans la rue aussi. Luc Ferry était le ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, où les intermittents du spectacle étaient dans la rue, avec Jean-Jacques Yagon, qui était le ministre de la Culture. Voilà, mais juste après 2004, je pense qu'on a compris qu'il fallait aussi accorder cette priorité budgétaire à la recherche. Donc tout ce qu'on avait préparé, ce qu'on avait dans nos tiroirs, la mobilisation, les nuits passées à essayer d'obtenir des crédits supplémentaires. Mon successeur en a été l'immédiat bénéficiaire. Et est-ce qu'aujourd'hui... Mais c'est bien, ça fait bouger les lignes. Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que notre pays investit suffisamment dans la recherche et dans l'intelligence? On dit toujours que c'est pas exactement le niveau de notre ambition, réputation à l'échelle européenne ou mondiale. Oui, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on a cette perception d'une priorité absolument importante à l'intelligence, qui sera cette intelligence d'aujourd'hui, puis c'est l'intelligence de demain. Alors quand je dis l'intelligence de demain, j'associe à la priorité sur la recherche une priorité sur l'éducation. Et dans les 5 dernières années de mon parcours, c'était 5 années à la tête d'un établissement absolument fantastique qui s'appelle Universcience, qui était la réunion du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie, où je me suis là engagée pour essayer de déclencher ce qui, moi, me motive, la curiosité, la passion, le questionnement des plus jeunes et des moins jeunes sur ces sujets de sciences et techniques, pour qu'on les utilise, qu'on les prenne comme des véritables outils de progrès de notre humanité, et non pas qu'on en ait peur. On est aujourd'hui pas dans un désamour, mais dans un désintérêt pour les plus jeunes par rapport à ces carrières, et à une défiance de la société par rapport à ce que sciences et techniques peuvent apporter comme élément de progrès. Donc l'éducation est aussi cette priorité qui permettra que ces intelligences à venir, que ces jeunes filles, tout autant que les jeunes garçons, mais les jeunes filles en particulier, le titre de ce qu'on était censé aborder ce soir, c'était ingénieur avec un E, pour dire que cette société, elle se construit avec l'ensemble de ses talents, donc les 50% d'hommes et les 50% de femmes, et que ces jeunes filles et ces jeunes femmes, il faut tout mettre en œuvre pour qu'elles adhèrent à ces métiers passionnants. Et moi, si je peux être un exemple, plutôt qu'un modèle, c'est de montrer que ces métiers de la recherche ou de l'ingénierie, c'est de la passion, c'est du collaboratif, c'est de la coopération, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est de l'ouverture aux autres. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et vous avez le sentiment, hors tout clivage droite-gauche, catégorie politique, que ces 20 dernières années, ce pays a beaucoup investi dans ce domaine. Il y a beaucoup de critiques quand même
Est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de Claude Lignoret qui pourront naître dans les années à venir, que vraiment il ne faudra pas aller, comme vous l'avez fait vous, ailleurs, ou aux États-Unis, pour faire des grandes carrières de chercheurs? Moi, je vois des choses qui bougent. Alors, des choses qui bougent, mais pas assez vite. Alors, pour les jeunes femmes, dont j'évoquais tout à l'heure, un peu à la fois le poids des clichés et des préjugés tout au long de l'éducation qui font que certains métiers, elles les considèrent comme n'étant pas pour elles. C'est ce manque de confiance qu'il faut accompagner, justement. Alors, un rôle modèle, que les jeunes femmes ingénieurs viennent dans les écoles pour raconter les métiers, pour expliquer ce que c'est qu'un métier d'ingénieur. Parce que si vous n'avez pas un parent ingénieur dans votre entourage, vous avez quand même peu de chances d'aller spontanément vers le métier de l'ingénierie. L'ingénierie, on n'enseigne pas à l'école. À l'école, on enseigne la science, on enseigne la technique. L'engineering, ça ne s'enseigne pas à l'école. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'ingénieur, comment on apporte une solution concrète à un problème. C'est autre chose que la démarche scientifique, mais c'est quelque chose qui manque dans notre école d'aujourd'hui. Alors, notre école d'aujourd'hui, et c'est ce sur quoi moi j'ai essayé de travailler pendant ces 5 années, en étant dans ce que j'appelle le secteur de l'éducation informelle, par rapport à l'éducation non pas formelle, mais plus cadrée, qui est celle de l'enseignement scolaire, de l'éducation nationale, et de le faire en belle synergie, en belle complémentarité, parce que l'éducation, elle se fait en partie à l'école, mais elle se fait aussi dans la famille, elle se fait dans les médias, et elle se fait dans les centres de sciences, comme celui que j'ai eu l'honneur de diriger. Et je trouve que aujourd'hui, on est en train de parler de cette nouvelle loi de transformation de l'école, la refondation de l'école. Je ne vais pas m'attaquer à ces sujets-là, mais c'est vrai que quand on voit les résultats de grandes enquêtes, tout le monde a entendu parler des enquêtes PISA, on nous en parle tous les 2 ans, chaque fois qu'il y a un domaine qui est mis en évidence, et on voit qu'on n'a pas des résultats tout à fait à la hauteur de nos ambitions, comme on le disait tout à l'heure, des efforts qu'on fait. Et je me dis qu'à côté de ce socle de connaissances que l'école apporte, et je pense que la France est un des pays les plus performants pour transmettre les connaissances, mais qu'il manque tout le reste à côté à l'école, qui est comment faire de ces connaissances quelque chose qui devient un savoir-faire, qui devient une compétence, qui devient une aptitude, les skills and competence qu'on lit dans tous les domaines, et qui forme le caractère. Vous avez commencé tout à l'heure en parlant de courage. Je pense que l'école ou les autres lieux d'enseignement, ils doivent être aussi ces lieux où on se forme le caractère. Et donc pas simplement un lieu où on transmet des connaissances et on doit restituer des connaissances parce qu'il y a des examens à valider. Je parle du baccalauréat, puisqu'il arrive dans 3 semaines. Comment faire ça? Développer la curiosité, développer le courage, développer la résilience, le fait que, bah oui, il faut de la ténacité, que parfois il y a des échecs, et puis que c'est pas grave l'échec, et qu'on apprend, et qu'on ne doit pas stigmatiser l'échec. Qu'il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit et cette capacité à prendre toutes les disciplines et essayer de s'en faire un paysage des sciences, comme dit Michel Serres. C'est vrai que quand on est trop spécialisé dans sa discipline, on a un peu tendance à ne plus savoir prendre de la hauteur et du recul et de la distance, et de remettre les choses en sens et en contexte. Il y a un sujet très important aujourd'hui pour ces enjeux de la science et de la technique, c'est le regard éthique et l'esprit critique. Esprit critique sur les flux d'informations qui nous arrivent. Bon, vous, hommes de médias, je pense que c'est un sujet qui vous interpelle aussi. Sujet éthique, on en discutait avant d'entrer dans cette salle, parce qu'on est aujourd'hui, non pas dans le débat, mais dans la controverse sur tout un tas de sujets de science. Une controverse bloquée, parce que risque zéro, inversion de la charge à démontrer. On en est dans une société qui ne veut plus accepter les risques et qui n'a pas la boîte à outils suffisante, je dirais,
avec un esprit critique, avec un regard éthique, avec un regard et le fait que vous soyez réunis à ces deux groupes aujourd'hui de solidarité et d'universalité, je voudrais dire, de ce qu'est l'humain et l'humain social, pas simplement l'individu conforme. Ça, ce sont des tâches que notre système éducatif a peut-être encore du mal à relever. Et ça me paraît essentiel pour former les jolis esprits du XXIe siècle. Vous êtes très diplomate, vous dites qu'il y a du mal. Dans le fond, vous pensez que ça va pas très bien. Si je me permets. Petit exemple, pour des raisons d'ailleurs de santé, vos successeurs au poste de ministre de l'Enseignement supérieur n'est plus en fonction depuis déjà 3 mois. Tout le monde a oublié. C'est la ministre de l'Éducation. Il faut un ministère délégué à la recherche, ou même un ministère plein à la recherche, c'est clair. Qui a déjà pas mal de travail en ce moment avec le programme d'histoire et de data grecque, qui est censé prendre le job. Je regrette avec vous qu'il n'y ait pas eu effectivement rapidement la nomination d'un successeur à Geneviève Fioraso, pour qui j'ai beaucoup de respect et qui effectivement a d'autres combats à mener aujourd'hui. Et auquel on pense aujourd'hui. C'est quand même assez extraordinaire qu'on dise, mais attendez, il faut attendre qu'il y ait on verra après les départementales, c'est fait, on va attendre après les régionales pour le gouvernement, pour repenser le gouvernement. Et donc là c'est pas occupé. Là. On a un petit peu de sujet, avoir vu récemment quelques présidents d'université, dans le cadre de la conférence des présidents d'université, ils sont tous, pas pour cette raison-là, mais pour des raisons d'autres, très en colère. Des gens qui, a priori, avaient accompagné l'élection de l'actuel président, mais ils sont fâchés, comme ils disent. Ils ne sont pas contents du tout. Il y a des sujets essentiels dans le monde de la recherche, que ce soit les formes de recherche exploratoire, de recherche fondamentale, tout autant que cette recherche qui doit se mettre au service et dans la synergie du développement d'innovation et du progrès apporté, avec la synergie la meilleure possible entre le public et l'entreprise privée, ce qui est encore quelque chose culturellement qu'il faut accompagner, qui n'est pas encore complètement abouti. Et c'est vrai qu'il faut une conviction, une voix, un engagement pour le porter. Je ne peux que vous rejoindre. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé un petit peu trop tôt dans le mauvais pays, en fait? Non, je suis arrivée au moment où on m'a demandé d'arriver, j'ai relevé la mission. Je pense que j'ai fait avancer des lignes. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne cherche pas à être la première, je ne cherche pas à être un leader pionnier. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est d'apporter quelque chose pour pouvoir se projeter dans un avenir. Et c'est vrai que je suis plutôt pour une forme de leadership, je dirais, où on développe des ambitions pour l'entreprise, l'établissement dans lequel on travaille, et pas des ambitions qui soient strictement personnelles. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, moi, c'est pas ça qui me fait marcher. Donc je pense que j'ai apporté ma pierre et ma contribution, apporter des sujets absolument extraordinaires. Quand j'étais en poste à la recherche, on a eu malheureusement un accident d'Ariane 5 fin 2002, en décembre 2002. On a reconstruit complètement toute la filière spatiale d'Ariane 5. Aujourd'hui, on en est à Ariane 6, très bien. Mais voilà, ça avec une mobilisation, une force à la fois effectivement de l'entreprise et des labos de recherche et des universités sur ces sujets. On a fait avancer l'Agence nationale pour la recherche, qui est parue 3 jours après que j'ai quitté mon poste, ce qui veut dire qu'elle était dans le tiroir et que le décret a fait passer. Donc je suis très fière de tout ça. Ça ne porte pas du nom, ça n'a pas d'importance. Je suis fière d'avoir contribué avec Jean-Jacques Ayagon à la loi sur le mécénat, qui permet justement la Fondation EDF, je pense, ne peut que porter ce sujet-là, de se dire qu'on peut avoir des engagements multiples pour faire avancer des sujets et pas tout attendre d'un État qui apporterait toutes les solutions à tous les problèmes. Et que l'entreprise individuelle ait aussi la volonté collective d'apporter une part de contribution. Je suis très bien d'avoir participé à cet élément-là, fière d'avoir participé à la création du statut de la jeune entreprise innovante. Alors on était 2 ministres à l'époque, Nicole Fontaine qui était à économie ou innovation, je ne sais plus comment ça s'appelait, et moi qui étais à la recherche.
la loi s'appelle la loi Fontaine. C'est pas grave, elle s'appelle pas. C'est pas grave, elle existe. Hein. Et le statut de la jeune entreprise innovante, il existe. On l'a porté au niveau européen. J'ai eu la chance de parcourir le monde pour le développement du démonstrateur de fusion nucléaire, ITER, cette énergie. Bon, on a souvent transformé les mots, mais c'était une jolie image qui permettait de recréer l'énergie du cœur des étoiles, comme la fusion des atomes au cœur des étoiles. J'ai parcouru le monde pour que ce projet démarre, s'implante, et s'est implanté aujourd'hui à Cadarache, parce que l'Europe a une compétence forte sur ces sujets-là. On était en lutte avec nos amis japonais qui avaient aussi un lieu d'implantation. C'est des aventures absolument extraordinaires que j'ai vécues pendant ces 2 années, avec des équipes formidables. Et puis parcourir effectivement l'Europe quand j'étais aux affaires européennes, ça a été là aussi des moments de connaissance. Alors peut-être je vais faire une petite critique par rapport à l'esprit français. Je trouve qu'on est trop et toujours trop franco-français dans nos prises de position, nos façons d'envisager les débats. Alors, quand vous vous retrouvez au Conseil Affaires européennes à discuter de sujets de recherche, parce qu'il y en avait, le travail sur les cellules souches, la brevetabilité du vivant, le brevet européen, ces choses-là. Bon, ben, bien évidemment, tous les pays européens n'ont pas obligatoirement la même sensibilité. Et il faut arriver à dégager de ça, voilà, j'ai ce leadership tranquille que j'évoquais tout à l'heure, d'arriver à dégager un consensus ou tout au moins quelque chose où chacun veut bien s'engager pour continuer à pousser le dossier. Et moi j'ai appris à connaître ces partenaires européens aujourd'hui pour les sujets sur lesquels je suis. Et quand je suis arrivée à Universcience dans ce centre de sciences, la première chose que j'ai mis sur pied, c'était une réunion des 6 plus grands musées de sciences européens, le Science Museum de Londres, le Muséum d'histoire naturelle de Londres, le Muséum d'histoire naturelle à Paris, le musée de Milan, le Deutsche Museum à Munich et Universcience. Universcience, je rappelle, c'était la réunion du Palais des Découvertes, c'est vous qui l'avez fait. Hein. Voilà. Pour se dire, eh bien, tous ensemble, on a des choses à dire, à porter, pour que ces valeurs européennes qui sont celles constitutives et qui marquent un petit peu notre esprit européen, siècle des Lumières, l'humanisme, voilà, qu'on puisse les mettre au service d'une culture européenne qui s'exprime et qui, là encore, comme je le disais tout à l'heure pour l'exploration spatiale et la Station spatiale internationale, est un partenaire qui a des choses à dire, pas obligatoirement la seule lumière dans la conduite du monde, mais une lumière qui se voit et qui a des choses à exprimer. Alors, après, effectivement, moi, j'ai cette, non pas utopie de l'Europe, parce que l'Europe, elle existe, il faut la transformer, il faut la faire évoluer. Je suis plutôt quelqu'un de conviction et d'engagement, pas quelqu'un de petites phrases politiques qui fait que dans les 45 secondes de temps de parole sur une radio et une télévision, on arrive à faire passer le message. Et oui, je le reconnais humblement, je suis la ministre du non français au référendum sur le traité européen en 2005, et bien évidemment, c'est quelque chose qui m'a fait mal. Bien sûr. Oui. Et globalement, l'Europe, ça ne réussit pas beaucoup en France. Michel Barnier, vous êtes toujours dans la relation avec Michel Barnier, vous m'envoyez de temps en temps? On va se voir la semaine prochaine. Bon, vous avez vu qu'il n'a pas été tellement désigné après avoir été commissaire européen pour représenter une région. Donc, finalement, être européen, c'est pas un plus en France, non? Vous partagez ce constat ou... Je partage le constat. Ouais. Et vous avez écrit un livre passionnant, vous avez initié accompagné quand vous étiez à Universcience, il y a très peu de temps, publié au Pommier, qui s'appelle Plaidoyer pour réconcilier les sciences et la culture, et je vois qu'on termine là-dessus, parce que quand on vous entend, quand vous parlez de tout ça, tout d'un coup la poésie, les images apparaissent, et chez vous, tout ça est assez lié, je sais que vous collectionnez l'art, vous êtes une femme de culture, et pour vous, il n'y a pas de cerveau, hein, il n'y a pas de... Et pourtant, tout dans l'enseignement, tout dans la manière, la formation des élites aujourd'hui, quand même, nous demande de choisir entre
la classique et, enfin bientôt plus la classique, hein, parce que quand même, personne dit que le latin Oui, est indispensable, donc, et les sciences. Ouais, c'est vrai que j'ai fait du latin et du grec, je suis un peu triste de se dire que peut-être ce sont des matières qui Vous sont... pensez que c'est important ou qu'il y a un petit élément de... Ah, moi, ça m'a apporté beaucoup. Moi, je lisais Lucien Samosat en grec, qui nous racontait ses histoires de petits luniens ou lunaires, je ne sais plus comment il les appelait. Voilà, moi, je déclamais la Garigole sur l'estrade de mon collège et j'adorais ça. Voilà, et vous pensez que en c'est latin. important sur ce débat sur l'école Et mes 2 missions spatiales s'appelaient Cassiopée et Andromède. Voilà, la mythologie grecque, quelque chose qui fait partie de même. Ce que disait Jean d'Ormesson, Marc Maroni, c'est que finalement toute notre culture est une culture comme ça, héritée des Grecs, des Latins, et qu'il ne faut pas la perdre. Vous pensez qu'elle est un peu menacée là? Alors, en même temps, il faut être anglo-saxon, il faut parler des langues, pas tout apprendre à l'école, même si on est dans. Alors, l'école, je pense, est là pour apporter, je disais, transmettre des connaissances, puis essayer d'aller le plus loin possible dans l'acquisition de compétences, de savoir-faire et de savoir-être à côté du savoir. Mais le savoir-faire et le savoir-être, ça ne s'acquiert pas qu'à l'école, Dieu merci, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'autres lieux, ça s'acquiert, la famille, les communautés sont des lieux où on acquiert ces éléments. On est quand même dans un 21e siècle qui bouleverse complètement le rapport à l'éducation, le rapport à la connaissance, et ça il faut qu'on en prenne conscience. C'est pas simplement un plan numérique, une tablette pour chacun à l'école qui va faire quoi. On va se sentir à l'aise sur ces sujets. Chez soi, ça dépend de ce qu'on trouve chez soi, donc c'est aussi une discrimination que de penser que le milieu social de la communauté. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et j'évoquais tout à l'heure cette formation du caractère, et quand j'évoque ça, pour moi c'est cette culture. Et sciences et techniques, pour moi, font partie intégrante de la culture. La culture, c'est ce qui nous permet de prendre notre vie en main et de pouvoir la conduire, non pas en la subissant, mais en étant un acteur en responsabilité, informé et capable de conduire sa vie. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur ces éléments d'éthique, d'analyse critique. Et tout ça, c'est une culture qui ne doit pas occulter ces éléments de sciences et techniques. C'est vrai, quand on dit culture, vous répondez cinéma, vous répondez télévision, vous répondez exposition d'art. Dans les dîners en ville, c'est rare quand même qu'on parle de Bozovik. Si, encore, Bozovik, il a quand même fait la une des magazines. Et puis Rosetta aussi, et la comète. Mais il faut quand même quelques sujets particuliers pour que ça devienne l'objet d'un moment de discussion au cours d'un dîner d'amis. Alors que la culture classique, et voilà, c'est donc pour ça que j'ai voulu porter ce plaidoyer pour réconcilier les sciences et la culture, avec tout un tas de scientifiques qui ont bien voulu se prêter au jeu pour remettre tout ça en sens dans ce grand paysage dans lequel nous sommes des acteurs et dans lequel culture, ça évoque pour moi aussi l'humain et l'humanité. Et je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit porter davantage aujourd'hui dans notre société. C'est peut-être le fait d'être allé dans l'espace. C'est vrai, aller dans l'espace à 400 km en orbite, quand vous regardez par le hublot, vous voyez cette planète Terre, cette planète bleue et blanche, avec ses 3/4 de surface de mer et d'océan, ce blanc qui est parfois des cyclones dévastateurs, cette nature. Et puis, vous voyez sa fragilité, vous voyez sa vulnérabilité, vous voyez cet cosmos noir et hostile qui l'entoure, et vous vous dites, cette planète-là, porteuse de vie, le seul endroit où la vie existe aujourd'hui, qui en est responsable, ce sont les êtres humains. Et on s'est vraiment senti équipage de la Terre quand on était dans notre vaisseau spatial. Et donc j'ai peut-être cette sensibilité, parce que changer de regard, c'est important aussi pour découvrir les choses. Il ne suffit pas de lire, il faut prendre le temps de changer de regard. Donc, je porte très fortement cette responsabilité sociétale qui est celle de chacun d'entre nous, mais aussi en collectif, pour cette planète, pour ces ressources, pour cette humanité,
Il ne faut pas qu'on soit simplement dans la tolérance des différences. Il faut qu'on arrive à retrouver à un moment donné quelque chose qui nous caractérise en tant qu'humains et en tant qu'humanité. Alors c'est un sacré challenge pour l'école d'être la seule à porter ce sujet-là. Je pense qu'il est dans la culture qu'on acquiert à chaque instant. Alors, pour conclure, les prochains défis, Claudine Hieray, il y a 3 solutions. Vous occupez de votre fille, parce que apparemment il faut qu'elle passe son bac, et l'accompagner pendant 20 ans pendant ses études supérieures pour qu'elle réussisse dans le domaine qu'il vaut, c'est qu'elle soit elle aussi spationaute, ou est-ce qu'elle est bien partie? Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, attendre 50 ans pour être la deuxième femme qui va entrer au Panthéon après Marie Curie. A priori, vous êtes la mieux placée en France, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Troisième solution, inventer quelque chose d'autre après l'espace, la politique, et que ça serait quoi? Bon, ma fille, c'est important. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a choisi justement un cursus. Science and Humanity. University College of London. Voilà. Parce qu'elle ne sait pas choisir. Parce qu'elle ne veut pas choisir. Et que c'est pas très facile en France de trouver des cursus. Comme UCL, c'est pas mal. Ouais. Bon, j'ai quand même inscrit dans une. Des prépas françaises. Mais c'est elle qui choisira. Faire des études à sa place. Non. C'est inscrit à UCL, Science and Humanity, ça me va très bien. Si c'est son choix après son bac, elle fera ça, c'est très. Oui, ça c'est un petit peu pour dire que le système français ne donne peut-être pas encore suffisamment cette ouverture. Quoique ça change quand même. Bon, aujourd'hui, il y a quand même des doubles cursus, il y a quand même des possibilités de démarrer serré, mais de assez vite ouvrir, de faire des césures, d'aller voir à l'extérieur ce qui s'y passe. Elle n'est pas polytechnique quand même. Je l'ai inscrit dans une classe prépa, elle est bien terminale, alors je ne sais pas, peut-être que. On verra. C'est elle qui fera son choix. Le Panthéon. Non. Vous me laissez un petit peu de temps. Et le prochain défi alors, le prochain défi. Alors, on a déjà eu, je pense, l'occasion d'en parler. C'est vrai que trouver d'autres façons de transmettre, de partager, de faire vibrer sur ces sujets de sciences et des techniques en dehors de l'exposition, de la façon de présenter. On a développé à la Cité des Sciences un Fab Lab, donc un laboratoire de fabrication où on peut justement mettre en réalisation concrète des choses conceptuellement imaginées grâce au numérique. Il y a plein d'autres outils, je dirais, d'autres langages, parce que je trouve que parler de sciences et techniques, c'est aussi trouver un langage commun, une langue commune. Les scientifiques parlent de la science avec leur propre langage complètement hermétique à la plupart des gens. Les journalistes et les médias parlent de la science avec un langage qui leur est propre. Le grand public parle un langage de science qui est un peu approximatif. Le politique parle rarement un langage de science. Il devrait davantage s'emparer d'un langage. Il faut trouver une langue commune. Et donc je ne désespère pas, dans une prochaine vie, d'utiliser d'autres outils, l'écriture, le théâtre. Moi j'ai une idée pour vous. On s'est vu au Forum d'Avignon et on a déjà évoqué ces sujets-là. Je vais vous faire une proposition là, pour tout le monde, c'est que je cherche quelqu'un pour faire une chronique à France Culture sur la science. Ça peut s'envisager, il faut qu'on en parle. Il y a quelques témoins. Merci à vous. Merci Madame la Ministre, merci Claudie, merci d'avoir été aussi libre dans vos expressions. Et puis maintenant, à nos amis de vous poser tout de suite la deuxième question, qui sera la première, qui ne vient jamais. Donc, qui pose la deuxième question? C'est un cas au milieu. Voilà. Madame. Vous avez un micro? Il faut peut-être l'ouvrir. Et si vous voulez vous lever, c'est encore mieux, c'est comme ça.
parler du projet de ITER. Parce qu'en ce moment, effectivement, on est à quelques mois de la conférence sur le climat. Il faut préserver la Terre. C'est complètement à propos du projet ITER. Oui, justement. Un projet de fusion, et non pas oui, un parce projet que de fission. le nucléaire n'émet pas trop de CO2, alors effectivement, il ne provoque pas moins de réchauffement de la planète que d'autres énergies. Enfin, pour moi, qui me suis battue depuis 30-40 ans contre le nucléaire, parce que je suis biologiste moléculaire, je sais que c'est très très dangereux, c'est une technique très très dangereuse, une technologie très dangereuse. Ça me fait très très peur de vous entendre parler de développement de ITER, qui est vraiment un projet assez monstrueux. Je peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Je veux bien qu'on soit dans une enceinte où on peut évoquer ces sujets. Il y a pas mal de gens qui pensent ça. Madame exprime un point de vue. Oui, je pense que vous parlez de fission, alors je parle de fusion, même si je n'ai pas Et quand j'ai parlé tout à l'heure d'humanité, de notre responsabilité par rapport à la planète et à l'humanité qui est sur cette planète, ça fait complètement partie de ce que j'appelais ce paysage des sciences et de cette nécessité de retisser un lien de confiance entre science et technologie et progrès. Et qu'on ne se retrouve pas dans un progrès qui serait simplement un progrès de on s'arrête, on recule, on revient sur on revient en arrière. Et je pense que COP21, c'est un sujet majeur sur lequel il faut que chacun se mobilise effectivement pour trouver des solutions, parfois effectivement par la mise en place de règles, de cadres et de nécessité d'avoir une vigilance dans l'ensemble des pays, chacun pouvant faire plus ou moins pour trouver une solution. Mais pour moi, science et technique sont non pas un des problèmes par rapport à ces solutions, c'est une partie des solutions. Alors ce ne sont pas les seules solutions, c'est pour ça que j'ai évoqué tous ces éléments culturels, de nature, de réflexion, de philosophie, de sagesse par rapport au développement des sciences et des techniques. Les sciences et techniques sont une partie de la solution. Et moi, si j'ai soutenu ce projet dont je parlais tout à l'heure, ITER, reproduire effectivement par une fusion de ces atomes une capacité à générer une énergie qui n'est pas polluante, qui ne va pas laisser des traces d'éléments radioactifs, difficiles à contrôler, difficiles à gérer. C'est parce que justement, je crois que sciences et techniques, si on va vers des ruptures, peuvent apporter des éléments auxquels on n'a pas pensé aujourd'hui. Mais avec toute cette vigilance, j'ai évoqué l'éthique, j'ai évoqué l'intégrité scientifique, parce que c'est aussi quelque chose d'important que le scientifique et que l'ingénieur puisse à chaque instant apporter une réponse intègre et intégrale, tout en sachant qu'il y a plein d'incertitudes. Le plus on avance en recherche, le plus on découvre un petit bout de vérité, le plus on découvre qu'il y a des océans d'incertitudes et de complexité qui font que la vérité nous échappe, mais c'est aussi ce qui est ce fil de la vie. Et pour moi, l'incertitude, la complexité, la difficulté à appréhender une vérité sont des éléments importants. La science, ainsi dit souvent les mathématiques, c'est une discussion que j'avais justement avec ma fille. Les mathématiques, au moins, donnent une part de vérité sur laquelle on peut s'ancrer. Donc voilà, ces sujets de science font partie de ces sujets de culture qui nous amènent à être responsables par rapport aux grands enjeux que vous avez raison de trouver, sur lesquels il faut avoir conscience et éthique. Alors Rabelais disait que science sans conscience était ruine de l'âme, hein, c'est au XVIe siècle. Au XXe siècle, c'est science et sans conscience, c'était ruine des nations, avec tout ce qui s'est passé, justement, nucléaire, arme atomique. Alors au XXIe siècle,
science sans conscience, c'est pas la ruine potentielle de cette humanité. Donc on espère tous qu'elle saura trouver des solutions. Madame. Bonjour. Paola Antolini, je suis journaliste scientifique, un anthropologue. Je voulais demander à Madame Ménière quelle est sa vision du futur. Donc, pas seulement au-delà du Panthéon, le futur dans les prochains 50 ans ou aussi les prochains siècles. Quelle est votre vision, vous, que vous avez pu changer de regard? Quels seront les points forts que la science et la technologie pourraient apporter? Merci beaucoup. Petite question, j'ai évidemment pas la réponse. Ce qui me préoccupe, moi, en ce moment, c'est ces sujets effectivement liés à ce socle culturel et je dirais un peu d'acquérir une sorte de sagesse dans l'action. Car les philosophes grecs, ils employaient 3 mots, épistémé, techné et phronésis. Épistémé, c'était cette connaissance. Techné, c'est la technologie qui permet. Et puis, phronésis, c'est cette sagesse qui permet effectivement d'avoir cette conscience que j'évoquais tout à l'heure. Alors, mon espoir aujourd'hui, et ce vers quoi j'essaie de réfléchir et de conduire, c'est de s'approcher d'une forme de sagesse qui nous est indispensable. Et je dis parce qu'il y a des sujets qui me tiennent à cœur, peut-être parce que j'ai été ministre de la Recherche et des Nouvelles Technologies, on les appelait Nouvelles Technologies à l'époque. Maintenant, on n'est plus ministère des Nouvelles Technologies, mais il y a plus de 10 ans, c'est les Nouvelles Technologies. Et c'est vrai que ces sujets, à la fois des données massives que nous émettons, qui sont collectées avec notre connaissance ou pas notre connaissance, sont des sujets importants pour qu'on puisse garder le contrôle, la maîtrise de notre destinée. Et puis un sujet qui est un peu en lien aussi avec ces nouvelles technologies, ce sont les progrès considérables de l'intelligence artificielle et de tout ce qui peut se développer aujourd'hui autour des progrès dans les mécanismes apprenants au niveau des robots et comment effectivement l'homme, l'humain, peut garder la maîtrise de ces développements là aussi par rapport à des avancées considérables. Donc voilà, ça ce sont des sujets sur lesquels je les vois porteurs de promesses et de potentiel parce que ça donne des outils supplémentaires, je dirais, à l'humain de se développer, d'explorer, de changer de regard, pour peu qu'il sache garder cette capacité de les contrôler et de les utiliser. Donc ça, c'est des sujets importants dont il faut débattre d'ailleurs aussi avec un débat public à organiser, je pense assez tôt, avant qu'on se retrouve avec une défiance par rapport à des sujets comme ceux-là. Et voilà, une partie de ce dont je pense que les 10 années à venir, en fait, je crois qu'il est difficile aujourd'hui de se projeter à 50 ans. Je lisais un texte récemment d'Isaac Asimov, qui a quand même beaucoup bercé mon adolescence, vous l'imaginez, à partir de 69, et qui a écrit un texte en 64 sur une exposition universelle en 2014. Comme on parle beaucoup d'exposition universelle à Paris, l'autre jour, j'ai fait. Et c'est extraordinaire. Il y a 50 ans, il avait décrit à peu près l'exposition universelle de 2014. Elle a lieu où? Dans son texte je ne sais plus. Mais c'est le contenu. Et je me disais qu'aujourd'hui, quel est le visionnaire, le prospectiviste qui saurait dire dans 50 ans ce qu'il y aura dans une exposition universelle? Et bon, tout ça, c'est l'incertitude, la multiplicité des probables, la complexité. Pas répondre à 50 ans. Monsieur?
c'est que dans tous les programmes que vous avez menés, c'est mieux, monsieur. dans tous les programmes que vous C'est avez mieux, menés, parce que les gens ne vous entendent pas, monsieur. sur le retour industriel, sur l'utilité Votre sociale, micro, c'est parce que les gens n'entendent pas. sur l'utilité sociale et sur la responsabilité justement du scientifique. Et c'était un thème récurrent. Claudie Agnoret est certes spationaute, mais dans le temps où elle préparait sa mission, c'est aussi une femme, médecin, ingénieur, scientifique, qui avait le souci du retour sur Terre et de l'utilité sociale des programmes qu'elle menait dans l'espace. Ça, c'est quand même une ligne de conduite de scientifiques responsables, engagés et éthiques. C'est quelque chose qui m'a permis de faire cette croisade, c'est-à-dire d'entreprendre un trajet qui aille de la molécule au vivant, et du vivant considéré dans son ensemble social. Naturellement, il faut aussi suivre un petit peu l'actualité, et donc je m'intéresse plus particulièrement aux mécanismes cérébraux. J'en viens maintenant à une question. Et cette fois à une scientifique européenne engagée. Il y a un grand projet qui s'appelle le Human Brain Project. Et nous ne pouvons que constater qu'il a suscité beaucoup d'enthousiasme à son départ. Tout le monde ne le connaît peut-être pas, moi pas, donc si vous voulez nous le résumer. C'est un des deux grands programmes européens qui a été soutenu à hauteur de 1 milliard d'euros sur je ne sais plus combien d'années à venir. Il y en a un sur le graphène, un des matériaux, et le deuxième c'est sur le Human Brain Project qui est développé. Alors c'est un projet très ambitieux. Il y a d'ailleurs aussi un projet aux États-Unis sur cette connaissance du cerveau. Quand je disais tout à l'heure que tout va vite et que ça devient d'une complexité importante, les neurosciences, les sciences cognitives vont être là aussi des outils qui vont nous permettre de transformer nos méthodes éducatives, de transformer les apprentissages. Ça va être des modifications considérables. Et ce projet a pour propos d'essayer de comprendre les connexions entre neurones. Et bon, il y a des difficultés, j'espère. Je n'ai pas suivi complètement les éléments aujourd'hui, parce qu'une partie de la communauté disait on ne peut pas qu'essayer de comprendre et de modéliser, il faut aussi de la molécule à la cellule, enfin replonger tout ça dans un contexte qui soit ces sciences cognitives, cette imagerie à côté de la pure mécanique informatique ou du réseau. Voilà. Donc il y avait un petit peu cette tension entre deux communautés qui se disaient la priorité doit être la mienne, entre les cognitivistes et puis les développeurs d'intelligence artificielle et d'informatique, de réseaux de neurones. Et votre question? Et ma question, c'était de demander à Claudie Agnoret ce qu'elle pensait de la gouvernance européenne des grands projets scientifiques européens. Merci. Alors ça c'est un gros sujet. Donc, d'abord, est-ce qu'il y a des moyens? Ça se passe où? Quels sont les grands projets européens qui nous attendent à l'avenir? Alors, c'est un sujet, je ne vais pas vous, là non plus, je n'ai pas les réponses à apporter, mais si je suis revenue à l'Agence spatiale européenne, je vous le disais depuis 2 mois maintenant, et le sujet auquel je m'attaque à l'Agence spatiale européenne, c'est justement tous ces sujets qu'on appelle de big science, cette science de l'infiniment petit, cette science de l'infiniment grand, cette science de l'infiniment vite. Je trouve ça merveilleux de pouvoir pénétrer dans cette aventure de la science. Et il existe en Europe une association des grandes infrastructures de recherche. Vous avez tous entendu parler du CERN, et du fonds de nano d'accélérateur, on a découvert le boson de Higgs, l'ESA, bien évidemment, Agence spatiale européenne, avec l'ensemble de ses États membres à ces grands sujets, l'ESO, l'ensemble des télescopes qui permettent d'analyser le monde.
EMBL, laboratoire de biologie moléculaire européen, ILL avec le Langevin, les lasers, le synchrotron de SRF. Voilà. On s'est tous mis ensemble pour essayer de réfléchir à comment on peut promouvoir cette science européenne, dont je pense, cette big science, je pense qu'on n'en parle pas assez. On ne sait pas à quel point il y a une richesse, il y a des infrastructures lourdes. C'est vrai que les contribuables européens, les contribuables de chacun de ces États donnent beaucoup d'argent pour ces sujets, mais ils sont attractifs à l'international. Ça permet de faire des percées scientifiques majeures. Ça permet de faire se rencontrer des communautés qui ne sont pas obligatoirement toujours complètement connectées. Donc voilà, je suis en plein dans ces réflexions de comment ces grandes infrastructures de recherche, cette belle big science, comme on l'appelle, peut être mieux portée, promue dans sa partie acquisition de connaissances. Et puis après, dans cette partie que vous avez raison d'évoquer, quand vous développez un satellite, quand vous développez un anneau d'un accélérateur, quand vous développez un réacteur, il vous faut des matériaux hyper résistants, des technologies informatiques de pointe, des capacités de calcul extraordinaires pour ces flux de données qui arrivent. Et tout ça, ça fait progresser aussi notre industrie, nos entreprises, nos façons d'être compétitifs. Et donc la compétitivité, effectivement, de nos entreprises européennes, elle tire aussi parti de cette big science sur laquelle je me mobilise aujourd'hui. Alors, il y a des beaux projets, il y a des instances diverses, mais il y a aussi beaucoup de lourdeur et de complexité. Voilà, il faut... Qui est le commissaire européen en charge de ce sujet-là? C'est un poste important, il y a un poste politique. Alors, si vous avez évoqué tout à l'heure le non-remplacement de Geneviève Fiorato au poste de recherche en France, il y avait eu il y a quelques temps la nomination d'un chief scientist au niveau européen, Anne Glover, qui était justement ce porte-parole et cette voix de la recherche au niveau européen. Anne Glover a vu sa mission suspendue au changement de commission. Le président Juncker n'a pas souhaité maintenir ce poste de chief scientist. La communauté scientifique se mobilise parce qu'elle pense que c'est important d'avoir une prise de parole à distance dans la globalité de l'ensemble de ces sujets. Et je suis moi aussi engagée pour faire en sorte qu'on puisse avoir une parole politique et de cohérence entre la communauté, les communautés scientifiques européennes et les politiques qui portent les sujets. Donc, c'est pas de chief scientist. Pour ça, pour l'instant, il n'existe pas, on ne l'a pas proposé, mais on va tweeter dans quelques instants, donc c'est parti. Dernière question, monsieur. Bonjour, je voulais savoir si vous aviez une définition du terme innovation et qu'est-ce qui vous inspirait? Petite question. Pour moi, l'innovation, je ne veux surtout pas la réduire à simplement l'innovation technologique. Et je suis heureuse de pouvoir parler dans ce cadre-là, parce que je sais que vous vous intéressez à une innovation dans sa très large acceptation. C'est-à-dire sur l'innovation technologique, l'innovation sur les services, l'innovation sociétale, toutes ces transformations de notre monde. Donc pour moi, une innovation strictement technologique, elle a potentiellement un intérêt, mais elle n'est pas suffisante pour porter ce concept d'innovation. Qu'est-ce que j'ai comme définition de l'innovation? C'est au-delà de l'invention quelque chose qui rentre dans notre vie quotidienne et qui la transforme. L'invention peut rester sur une étagère, être redécouverte à un moment donné. L'innovation doit devenir du concret, du quotidien, quelque chose qui instille
une capacité de progrès. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait des esprits qui soient suffisamment câblés pour porter toutes ces qualités de l'innovation. Et moi, je crois beaucoup à ces structures innovantes, ces écosystèmes d'innovation, où il y a des gens de cultures différentes, que ce soit d'ailleurs des gens plutôt dans le business ou la gestion de projet, par rapport à des inventeurs, par rapport à des scientifiques qui vont porter cette innovation. Et une chose dont j'ai pas parlé, et ça a un petit rapport avec l'innovation quand même, c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est sérendipité. C'est se dire qu'il y a des choses de temps en temps qui émergent à un endroit où on ne cherchait pas, une chose à laquelle on n'avait pas pensé. Et elle a émergé dans votre esprit. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit garder en tête, la sérendipité, qu'on doit laisser la possibilité de laisser émerger. Alors après, ça peut être un processus de création. Ici, dans ce lieu, vous avez aussi des créateurs de l'art. Ça peut être un processus d'invention, ça peut être un processus d'innovation. Et puis, il y a d'autres formes d'innovation qui ne sont pas issues de la sérendipité, Dieu merci, parce que ça, c'est quand même assez exceptionnel. Mais ce hasard magique de l'émergence, c'est quelque chose de formidable. Et ma toute petite mise en garde, c'est qu'il ne faudrait pas que la puissance, justement, des technologies de l'information, de l'analyse de ces données massives, fasse qu'il y ait une sérendipité dirigée. C'est ce qui me fait peur. Je me comprends sensible. Sérendipité libre. On va entamer sur cette belle définition de l'amour. Et en vous remerciant beaucoup d'avoir été avec nous, en remerciant beaucoup la Fondation EDF portée par Isabelle Quentin-Ozé. Puis maintenant, voilà, si vous voulez poser des questions directement à vous pouvez. Et à partir de septembre, donc, vous pourrez écouter sur France Culture